Truggered André, Truggered Arnold da verde damant Hugh, Truggered an dud pedet a zo hemchichen, an da kinig ane o deoc'h. Alors Jill Evans, a zo ero du, je parle en français, ça y est, j'ai oublié de changer de langue. Jill Evans, je remercie les participants à cette table ronde et les participants à cette matinée. Donc je vais présenter nos invités. Jill Evans, qui est ici à ma droite, a été longtemps présidente de Plaid Cymru, qui est le parti du Pays de Galles, qui est arrivé aux seconde place aux dernières élections législatives au Pays de Galles. Elle est actuellement vice-présidente du parti. Elle est députée européenne depuis 20 ans. On posera peut-être la question tout à l'heure. Combien de temps encore? Vous savez que le Pays de Galles devrait suivre l'Angleterre, le Royaume-Uni dans son départ de l'Europe, donc mettant fin au mandat des députés européens. Et elle a été vice-présidente de l'Alliance libre européenne jusqu'à cette année. À ma gauche, François Alfonsi, je ne prononce pas très bien, Alphonse, qui est corse, historien, qui est corse, ingénieur de formation, membre de FEMU Corsica, maire d'Orsani depuis 2002. Il a également été réélu député européen, deuxième mandat en juin dernier, en 2019, et il est le président de l'Alliance libre européenne, qui est le regroupement des partis autonomistes régionalistes au Parlement européen. Un petit peu plus loin, Christian Guillon-Var, plus connu ici en Bretagne, donc un breton, qui est historien de formation, écrivain. Notamment aujourd'hui, il écrit des biographies, notamment de personnalités. Il a exercé plusieurs mandats municipaux et il a également été conseiller régional, vice-président aux affaires européennes, notamment à la région Bretagne, sous la présidence Le Drian, il y a quelques années. À ma droite ici, Yves Brun. Bonjour Yves. Yves est expert comptable, enseignant. Il est co-auteur du nouveau défi armoricain, un ouvrage qui a été publié l'an passé, collectif, et également d'un livre sur la Bretagne, de prospective, Bretagne et vous. Yves connaît bien, notamment, est un expert en finance des collectivités locales, et il connaît bien le cas du Pays Basque également. Voilà. Alors pour commencer, pour introduire cette table ronde, on va vous proposer de donner la parole à une personne qui n'est pas parmi nous, qui est Jean Jouzel, qui est un breton, un éminent glaciologue, climatologue, qui est un des membres historiques du GIEC. Le GIEC, vous savez, ce groupement intergouvernemental qui, sous l'égide de l'ONU, nous donne les informations a priori les plus fiables sur les changements climatiques, le réchauffement climatique. Donc il nous a donné son témoignage pour introduire cette table ronde, pour essayer de voir justement à quel point la région est une des réponses et l'échelon pertinent. Voilà, je pense qu'on va pouvoir lancer la vidéo. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'abord de cette journée autour des urgences. Et donc quelques mots sur l'urgence par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, et je crois au rôle important qui peut être joué au niveau régional. L'urgence, elle est là. Clairement, il faudrait tout faire, c'est l'objectif de l'accord de Paris, pour limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. Alors, par rapport au point industriel, c'est-à-dire à peu près limiter au maximum à 1 degré par rapport à aujourd'hui. Et c'est loin d'être simple. En fait, l'accord de Paris a pris des engagements, mais ces engagements, des engagements ont été pris, mais ces engagements ne sont pas à la hauteur. Les engagements portent sur la période 2020-2030 en termes de réduction de gaz à effet de serre, mais ils ne couvrent, il faudra les multiplier par 3 si on voulait avoir des chances de rester autour de 2 degrés. En gros, si on reste avec les engagements de l'accord de Paris, nous irons vers au moins 3 degrés à la fin du siècle, et il faudra les multiplier par 5 pour avoir des chances de rester autour de 1,5 degré par rapport au point industriel. Et on voit bien qu'en fait, du point de vue du climatologue, nous aurions tout intérêt à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à aujourd'hui. En fait, 1,5 degré, ça compte. Donc, devant cette urgence, tous les leviers doivent être mis en œuvre. Alors, il y a bien sûr des leviers au niveau national, au niveau des gouvernements nationaux, au niveau de l'Europe elle-même, mais quand on regarde la réalité de la lutte contre le réchauffement climatique, se déplacer, se loger, se nourrir, mais aussi produire et consommer, c'est tout cela dont il s'agit, eh bien, on voit le rôle important des décisions au niveau des régions, en termes en particulier de mobilité, d'urbanisme, mais aussi, en gros, de modèles agricoles qui pourraient être développés en le relocalisant. Donc le rôle de la région est très important. Un autre point très important pour moi, c'est le rôle des régions, de ces échelles régionales,
en termes d'adaptation au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est inéluctable. Et bien sûr, nous devons tout faire pour le limiter. Mais même limiter à... On aura de toute façon au moins 1 degré d'ici 2050, entre 1,5 degré et 1 degré. Il faut s'y adapter. Et s'y adapter, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui peut être très différent d'une région à une autre. C'est différent si votre région, bien sûr, borde l'océan Atlantique ou est d'abord très vulnérable par rapport à l'élévation du niveau de la mer, des régions côtières. C'est différent si vous êtes dans les Alpes où les problèmes peuvent être, disons, la gestion de la diminution de la saison d'enneigement, de la fonte des glaciers. Ce sont des problèmes très différents d'une région à l'autre. Et c'est pour cela qu'au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'adaptation, ce sont effectivement les régions qui doivent jouer, qui doivent, je le pense vraiment, être des acteurs essentiels en termes de lutte contre le réchauffement climatique et d'adaptation. Voilà, merci Jean-Joseph. Alors on l'a compris, Jean-Joseph, comme beaucoup de gens ici, est convaincu de la pertinence du niveau régional pour faire face à ces enjeux climatiques, transition écologique, économique, sociale. Ce n'est pas le cas de tout le monde, vous le savez bien, en dehors de cette salle, il y a des gens qui pensent peut-être que l'échelon, finalement, c'est quelque chose qui doit se régler au niveau international, puisque les enjeux le sont des enjeux globaux. D'autres pensent, à juste titre évidemment aussi, que tout doit se passer au niveau local. On a vu des très bons exemples ce matin avec Daniel Koeff. Langouette est en passe de devenir plus connu que Rennes, en tout cas au niveau médiatique par rapport à ce qui s'y passe. L'échelon régional, j'aimerais bien profiter de la présence de nos invités justement pour voir d'autres exemples justement qui montrent que c'est pertinent pour comprendre et avoir des arguments à l'extérieur. J'aimerais me tourner vers Jill Evans, notre invitée galloise. Je vais ralentir un petit peu mon débit. Pour lui demander justement, le Pays de Galles finalement c'est une des régions d'Europe qui vit la transition économique, climatique et économique depuis le plus longtemps. C'est une région industrielle, minière, donc c'est pas nouveau pour les Pays de Galles. Ça fait bien longtemps qu'ils ont affaire à ces problèmes-là de pauvreté, de problèmes pour l'environnement, enfin tout ce qui nous touche tous aujourd'hui. Mais le Pays de Galles a de l'autonomie, vraiment une autonomie politique forte depuis en gros une vingtaine d'années. J'ai envie de poser la question tout simplement à Jill Evans. Est-ce que l'autonomie acquise depuis les années 2000-2010 a permis d'accélérer et de changer les choses sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui? Thank you very much. I think that, yes, it has helped us to develop a better policy. For example, our Parliament in Wales was the first in the world to recognise and declare a climate emergency. And yet we don't have the powers over energy, for instance, to make the real changes that we need. We need to transform our whole economy. We need the Green New Deal on a European level, but also the level of autonomy we has helped, because we were the first parliament in the world to recognise and declare a climate crisis and start to adapt policies to deal with that. Donc on a obtenu, donc ça a servi à quelque chose parce qu'on a pu de cette manière déterminer le niveau de la crise climatique qu'il y avait et proposer des solutions dans ça. However, we don't have the powers, for example, over energy to do all the things that we need to do to introduce a Green New Deal and to transform our economy. Cependant, on n'a pas les pouvoirs nécessaires à générer véritablement un New Deal climatique, économique, énergétique. All our coal mines are now closed. The dirtiest, polluting coal-fired power station in Wales is soon to close. Donc, toutes nos mines de charbon ont fermé et notre dernière centrale à charbon très polluante va bientôt fermer. So this is the opportunity for us with, there was a proposed new nuclear power station as well that the UK government supported. That's now been cancelled for the time being. So we have an opportunity to change. Donc voilà l'occasion qui se présente à nous, parce qu'il y avait également un projet de centrale nucléaire qui a
avorté. Donc maintenant, on a vraiment une occasion d'agir. And I believe that the young people who are leading the climate movement and are also part of our Yes Cymru independence movement recognize that. Et je pense que tous les jeunes qui sont très actifs donc pour l'indépendance du Pays de Galles et qui participent également au mouvement climatique et le mouvement Yes Cymru, oui Pays de Galles, je pense qu'ils vont s'en saisir également. So we're at a time of great change, and I am hopeful that those young people will have that power in their hands in the future to build a better Wales. Donc on est dans une période de profond bouleversement et j'espère que toute cette génération de jeunes auront l'énergie d'amener ce changement. D'accord, donc c'est à la fois stimulant et un petit peu inquiétant d'apprendre que l'autonomie ne suffit pas forcément à régler assez vite, répondre aux enjeux, on s'en doute. Je vais me tourner vers François Afonsi, donc, qui nous est venu de Corse. La Corse est également un terrain d'expérimentation institutionnelle. À l'heure actuelle, en tout cas, la Corse a un statut spécial, celui dont on a parlé ce matin. Les départements corses ont été supprimés, une collectivité unique a pris la gestion de l'île, avec en plus, si j'ai bien compris, une coordination avec les communes, avec une conférence, une espèce de réorganisation également du lien avec le niveau local. Alors c'est récent. Est-ce qu'on peut déjà constater des effets sur les questions qui nous occupent aujourd'hui, la question sociale, la question climatique, l'aménagement du territoire en Corse? Est-ce qu'il y a déjà des évolutions? Oui, il y a déjà un bilan, on m'entend. 3 ans, effectivement, c'est une période courte, surtout sur des institutions qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'une institution, c'est des milliers d'emplois, des fonctionnaires. Faire converger tout ça, les statuts, ça prend du temps, c'est un dialogue social, c'est un dialogue qui nécessite aussi des rééquilibrages territoriaux, parce que quand vous fusionnez 3 collectivités, dont 2 ont le siège à Ajaccio, le département de la Corse du Sud et la région, et la 3e a le siège à Bastia, vous avez forcément un déficit de personnel dans la partie nord, qui en plus est la plus peuplée de l'île. Donc voilà, il y a des problèmes qui sont des vrais casse-têtes et qui sont compliqués, mais il y a aussi des opportunités et on ouvre avec ce nouveau statut des possibilités pour donner l'impulsion, alors avec les pouvoirs que nous avons, et on sait que l'autonomie en France c'est un mot tabou, le Pays de Galles n'a pas assez, vient de nous l'expliquer Gilles, vous imaginez qu'en Corse on n'a pas assez, encore plus, mais malgré tout, le fait d'avoir une dynamique territoriale politiquement appuyée sur des idées qui sont tournées vers l'avenir de la Corse, par définition, puisque vous savez que Gilles Simeoni est le président de l'exécutif de la collectivité de Corse et qu'il fait partie donc, du mouvement Fais-moi Gurziga que j'ai représenté au sein de RPS sur la liste européenne. Il y a effectivement une dynamique qui nous permet de définir un certain nombre d'axes, par exemple la lutte contre la précarité a fait l'objet d'un plan extrêmement ambitieux de l'Assemblée de Corse et une mise en œuvre qui est en place. Et maintenant vous faites avec vos moyens, vos moyens c'est quoi? C'est de pouvoir proposer des billets d'avion à prix réduit, un accès à un certain nombre de services et être surtout l'aiguillon, parce que la vérité de la cohésion sociale est détenue par des pouvoirs d'État. Aujourd'hui, la santé et tous les grands ministères qui sont les ministères sociaux. Bon, mais malgré tout, vous êtes un aiguillon, vous êtes en situation d'être un aiguillon, c'est-à-dire de relayer une volonté de la population et de faire en sorte qu'un certain nombre de mises en place commencent à être là. Un bilan sera fait, puisque nous aurons, comme en Bretagne, des élections en 2021, donc ça vient vite. Mais il y a déjà, effectivement, observable, le résultat d'une dynamique fondée sur la meilleure maîtrise des outils qui permettent de construire l'avenir d'un pays. Merci. Merci François. On va prendre un autre exemple, on va prendre celui de la Bretagne, justement. Christian Guillaume-Bart, vous n'avez pas forcément le rôle le plus facile. Vous avez participé à l'exercice d'un pouvoir régional en Bretagne qui s'affichait déterminé sur le plan de la décentralisation, sur tout un tas de sujets qui nous intéressent aujourd'hui, les énergies, les transports. Ce matin, on a entendu
le constat est qu'on est à la traîne par rapport à ce qu'on connaît dans d'autres pays d'Europe, le constat est même alarmiste. Est-ce que quand même cette période, et qui se poursuit d'ailleurs à l'heure actuelle avec la région, la législature en cours, est-ce que des avancées ont été faites? Est-ce qu'on a quand même senti une progression? Est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels on peut dire que la délégation de compétences, la décentralisation timide qui s'est faite a permis d'avancer? Et qu'est-ce qui a manqué et qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour aller plus loin? Est-ce qu'on peut continuer comme ça par des petits pas ou il faut vraiment un Big Bang pour qu'on réponde aux questions dont on a parlé ce matin? Bonjour. On peut dire effectivement que dans les domaines de compétences limités de la région, ces domaines de compétences ont été utilisés pour faire avancer certains dossiers. Le développement de l'éolien terrestre, par exemple en Bretagne, a très certainement été possible grâce à l'impulsion donnée par le Conseil régional. La modernisation du matériel roulant pour les TER, donc le développement de l'offre de TER, également, la région a pu avoir un rôle là, mais forcément limité par le fait qu'elle n'a pas de compétences sur le réseau ferroviaire, même si elle est amenée, bien que n'ayant pas de compétences légales en la matière, à cofinancer la modernisation de lignes. Par exemple, très concrètement, la ligne ferroviaire entre Landerneau et Quimper a été sauvée grâce à la région. S'il n'y avait pas de pouvoir régional, il n'y aurait plus aucun train à circuler entre Brest et Quimper maintenant. Ça, c'est très clair. Le développement de la conversion au bio dans l'agriculture a bénéficié aussi, a pu se faire grâce à l'impulsion donnée par le Conseil régional. Pour sortir un petit peu des domaines qui relèvent de la question climatique et énergétique, dans le domaine de la langue bretonne, je pense que c'est un sujet qui nous intéresse ici aussi. La régionalisation a permis, et le changement politique en 2004 a permis d'ouvrir le deuxième budget du Conseil régional, qui est le budget des formations professionnelles et de l'enseignement, d'ouvrir ce budget-là à la langue bretonne et au gallo. Jusqu'en 2004, le breton et le gallo n'avaient accès qu'au budget de la culture. Mais disons, le pouvoir d'intervention de la région, il est limité, il est extrêmement limité par le fait qu'il n'y a aucun pouvoir législatif au niveau régional. Je ne vous apprends rien. Et puis il est extrêmement limité aussi par la capacité budgétaire extrêmement faible, ça a été relevé par Anna Soyer tout à l'heure, de la région. Il faut savoir qu'en Bretagne, comme dans les autres régions de France, à l'exception de la Corse, le Conseil régional ne maîtrise que 4% du total des dépenses publiques réalisées sur le territoire de la Bretagne administrative. 4%. Vous imaginez bien qu'avec 4%, on ne peut pas fondamentalement changer les choses. Donc, tant qu'on n'aura pas de pouvoir législatif et tant qu'on n'aura pas un budget conséquent, à l'égal de l'Écosse, par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, on ne peut pas espérer changer la donne fondamentalement. Et la question que soulevait Yvon Olivier ce matin, justement, est-ce que ça vaut la peine finalement de participer à ce type de fonctionnement d'institution, quitte à donner le sentiment justement de donner des espoirs dans la population, de gens qui vous font confiance, et puis finalement ça n'avance pas. Est-ce qu'il vaut mieux faire ça ou claquer la porte, comme le disait Yvon Olivier, pour ne pas devenir un préposé aux affaires indigènes? Est-ce que vous avez ce sentiment parfois d'être un préposé aux affaires indigènes? Est-ce que Naïk Le Gars a eu raison d'entrer au Conseil régional en 2004, puisque c'est elle qui a permis d'ouvrir le budget de la formation d'enseignement, des formations professionnelles d'enseignement à la langue bretonne et au gallo? Est-ce qu'elle a eu raison d'entrer au Conseil régional pour permettre cette avancée-là ou pas? Parce que très concrètement, c'est elle qui a porté le dossier. C'est peut-être pas à moi, en tant qu'acteur direct, de répondre à la question. Voilà, je laisse juge. Question qui sera posée à l'occasion des rendez-vous électoraux. Yves Brun, on parlait tout à l'heure du Pays Basque, de Euskadi, Pays Basque Sud, que vous connaissez bien. C'est depuis longtemps un des modèles justement en Europe par rapport à l'autonomie. Ça fait longtemps, maintenant il y a pratiquement 40 ans d'autonomie au Pays Basque. On va donner un micro. Est-ce que là-bas, il y a justement des preuves, des éléments qui peuvent nous convaincre que l'autonomie est le bon échelon pour répondre à ces enjeux? Oui, ben je crois que l'exemple alors de ce qu'a dit, la partie du Pays Basque espagnol est très, je dirais, significative. Alors, oui à l'autonomie. Donc, je réponds à la question, c'est une solution, mais pour continuer ce débat-là, je dirais oui à l'autonomie avec les moyens financiers qui vont avec. Bon.
Alors, effectivement, si je reprends un petit peu le fonctionnement actuel, très centralisé de la fiscalité française, ben, je simplifie, hein, parce qu'il y a du détail, c'est un peu plus compliqué, mais grosso modo, toute la collecte est centralisée au niveau des AS centrales, et ensuite, il y a des dotations qui redescendent, qui ruissellent sur les différents niveaux. Voilà. Donc c'est un peu le système global actuel. Dans la majorité des autres régions européennes, ça fonctionne à l'inverse, avec plus ou moins je dirais, de liberté. Hein. Et si on prend effectivement le cas de Scadi, et j'ai eu l'occasion de partager avec un ancien membre du gouvernement que j'avais invité, de Scadi, que j'ai invité à Quimper pendant la législative. Donc en fait, il nous a expliqué que effectivement, le système est inverse. Hein. Toute la collecte fiscale reste sur le territoire. Alors évidemment avec des règles, en harmonie avec les obligations européennes. Par exemple, cette région n'a pas le droit de fixer n'importe quel taux de TVA. Par contre, la TVA reste sur le territoire. Je rappelle, petite parenthèse sur la TVA, c'est l'impôt sur lequel il faut agir parce que c'est entre 50 et 60% des recettes fiscales d'un pays. C'est Giscard d'Estaing qui a inventé, hein, c'est un Français qui a inventé la TVA. Pour la Bretagne, par exemple, on a fait des petits calculs avec l'équipe de recherche qu'on a menée. Ça représenterait donc la collecte fiscale en Bretagne B4, c'est 11 milliards d'euros, 15 en B5. Plus de la moitié de cette collecte, c'est la TVA. Hein, donc, grosso modo, 6 à 7 milliards d'euros qui pourraient rester sur le territoire. Anne, tout à l'heure, a dit le budget de la région, hein, c'est 1,5 milliard. Voilà. Donc, en fait, autonomie, d'accord, c'est vrai que c'est un outil pour résoudre le problème, les différents problèmes que l'on a, écologiques, sociaux, etc., mais à condition d'avoir le budget. C'est ça, pour moi, le premier sujet. Hein, c'est une révolution fiscale qu'il faudrait engager pour avoir les moyens, tout simplement, et le pouvoir d'agir. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Hein, donc, alors, au niveau du Pays Basque, pour je dirais, compléter cet exposé-là, donc le système est à l'inverse, on conserve les fonds de la collecte sur le territoire. Alors évidemment, il ne faut pas oublier, et moi je m'interroge sur l'état d'esprit actuel de nos citoyens. Autonomie veut dire responsabilité. Ça veut dire que la personne que j'ai rencontrée qui a géré au niveau Pays Basque dit on prend nos responsabilités, c'est-à-dire que si la région est déficitaire, on se débrouille. Hein, autonomie égale responsabilité. Hein. Alors, les exemples de gestion montrent qu'effectivement, ça améliore malgré tout la gestion, hein, plutôt que de gérer un gros machin central opaque et incompréhensible. Moi, je dis souvent, l'autonomie, c'est un espoir, hein, ce serait un espoir pour la France. On rendrait autonome 13 régions françaises. Ben, chacun dans son coin essaierait de diminuer la dette, ferait des économies, hein, puisqu'en fait, l'aiguillon, ce serait la bonne gestion. Hein. Alors les calculs, c'est simplement pour vous rassurer et avoir une note d'espoir. Je voulais me convaincre moi-même que est-ce qu'on peut espérer, est-ce que c'est économiquement viable une région bretonne, B4 ou B5, je préfère B5 évidemment, en autonomie financière. Alors j'ai la réponse, hein, oui c'est possible, c'est-à-dire que nos recettes fiscales seraient capables de couvrir l'ensemble des charges en l'état actuel, parce que j'estime qu'avec les quelques bigoudins qu'on aurait dans notre équipe, ben, on ferait des économies bien sûr. Donc, voilà. C'est pas une utopie. Je dirais qu'aujourd'hui, alors évidemment c'est un reproche qu'on pourrait nous faire en tant qu'autonomistes, c'est de dire les régions qui ne peuvent pas, comment ça se passe. Voilà, comment ça se passe, hein. Alors, en Euskadi, évidemment, il y a une participation, et moi je suis d'accord là-dessus, sur ce principe-là. On gère nos finances locales sur le territoire, mais évidemment, on participe. Hein. Le Pays Basque espagnol reverse 7 à 8% hein, de sa collecte à l'État central pour assumer
pour nourrir un fonds de péréquation sur des régions qui sont évidemment moins favorisées. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci Yves. Alors, Jill Evans devra, parce qu'elle est en train de nous quitter un petit peu plus tôt, alors je vais un petit peu inverser les questions, profiter de sa présence pour lui poser quelques questions. Pour répondre un petit peu, rebondir sur ce que vient de nous expliquer Yves, c'est vrai que ça peut être surprenant. En fait, le Pays de Galles a un budget 19 milliards, je crois, qui est très largement supérieur à celui de la Bretagne. Où est le reste de l'argent? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent dans les communes au Pays de Galles? Est-ce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'échelon inférieur? Est-ce que tout est géré par l'Assemblée galloise, et c'est très bien comme ça? Ou alors ça veut dire que vraiment, chez nous, il y a une partie de l'argent qui est ailleurs? Je vous laisse réfléchir à ça. Ça sera ma première question. Bon, on va s'arrêter celle-là, je pense. 19 millions, c'est ça. Yes, the money the money goes to the Welsh government, but one thing that we haven't taken advantage of in Wales is, because of the UK, I should say, is working more with other countries on EU schemes and EU-funded projects. Donc l'argent va bien à la communauté galloise, mais en raison du poids du Royaume-Uni, on n'a pas réussi à tisser d'autres liens avec d'autres régions ou pays de l'Union européenne. I think what's clear is that the states have failed, and I commissioned a research report a few years ago called the flotilla effect. Donc, il est clair que les États ont failli à leur devoir, et j'ai piloté quelques années auparavant une recherche, un projet de recherche qui s'appelait l'effet de flottille. And this showed that in the financial crisis, that if they had more resources and more powers over their own budgets, that small countries working together were much more flexible and able to withstand the crisis. They could adapt quickly. Okay. Donc ça prouve simplement que même si les États ont des moyens considérables, en temps de crise, de petits États, de petites collectivités peuvent être beaucoup plus flexibles et s'adapter et réagir plus vite à ces situations de crise. And I think this is true of the climate crisis as well, that we have the ideas, we have the resources, we have the natural resources in Wales, as you do in Brittany, and if we had the powers and the resources to really adapt, then we could come up with much better solutions. Donc je pense que c'est vrai aussi chez nous au Pays de Galles, parce qu'on a les ressources naturelles, et si on donne les moyens, les ressources financières, on va pouvoir réagir vite, s'adapter, proposer de nouvelles solutions. But certainly we have the commitment, and I think that we see clearly that the issues of democracy, of fighting the climate crisis for us, fighting the Brexit crisis as well, all of these things go hand in hand. They can't be separated. It's all about our future and our democracy. C'est tout à fait clair, hein, toutes ces questions de changement climatique, de démocratie locale, toutes ces choses-là sont liées, on ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. And power over how we raise and how we spend our money, of course, is central to all of that. Et la question centrale est évidemment la façon dont on collecte l'argent et comment on le dépense. Merci. Alors j'aurais une autre question pour Jill, profitant de sa présence et du fait qu'elle est experte au niveau européen. Nous sommes dans un pays, la Bretagne, où on a le sentiment, je pense qu'on le partage tous, que les Bretons ont remis un petit peu la question de leur émancipation, l'affirmation de leur culture à l'Europe. On a beaucoup compté sur l'Europe, peut-être rêvé trop, pour justement obtenir un petit peu de liberté, faire avancer les choses dans un pays qui restait très centralisé. On en reparlera avec nos autres invités, mais il y a des exemples qui montrent que l'Europe est loin de tout pouvoir. Il y a même des déceptions dans pas mal de pays. J'ai envie de demander à Jill, est-ce qu'il faut continuer à compter sur l'Europe à ce point-là, ou il faut vraiment plutôt se concentrer sur la prise de notre propre pouvoir, Sinn Féin, comme on dit en gaélique, ni en Unande.
parce que sinon, si nous ne nous aidons pas nous-mêmes, l'Europe ne nous aidera pas. We have a Europe of the states, and we need a Europe of the peoples. And until we have that Europe of the peoples, then Europe is not going to help. Ce qu'on a, c'est une Europe des États, et ce dont on a besoin, c'est une Europe des peuples, et tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas avancer. But it's up to us to build the Europe of the peoples. So again, the things go hand in hand. We need to be able to build our own democracies and autonomies to change Europe. Donc, comment construire cette Europe des peuples? Là, encore une fois, toutes les choses sont liées, et on doit absolument avoir, c'est à nous de construire nos démocraties au niveau de nos communautés respectives. I think it's very interesting that in a recent opinion poll in Wales, 41%, now in the last polls it was always less than 10%, 41% of people said they would support Welsh independence if it meant we could stay within the European Union. Donc, récemment, il y a eu un sondage assez intéressant qui disait que 41% des gens, auparavant c'était plutôt des chiffres en dessous de 10%, qui disaient qu'ils seraient pour l'indépendance galloise à condition qu'on puisse rester dans l'Union européenne. And our friends and colleagues in Catalonia, even the political prisoners in Catalonia, still believe in remaining in the European Union. Et en Catalogne, même ceux qui sont prisonniers politiques, les élus actuellement, pensent qu'ils doivent rester dans l'Union européenne. So we need the European Union, but we need to change it into a Europe of the peoples. Donc on a besoin de cette Union européenne, mais on doit la changer pour qu'elle devienne l'Union des peuples. Parce que justement, je vois qu'il n'est pas habillé comme on avait l'habitude de le voir lorsqu'il était délégué aux affaires européennes au Conseil régional. Vous reconnaîtrez le drapeau catalan sur son maillot, sur son t-shirt. C'est pas par hasard, Christian, justement, en tant qu'ancien délégué aux affaires européennes, l'Europe, on a trop compté sur elle? Sans doute qu'on a trop compté sur elle et pas assez sur nous-mêmes. L'idéal européen, il faut continuer à le cultiver parce qu'on sait que sans construction européenne, nous sommes sur un continent qui est malheureusement, c'est l'histoire qui nous l'enseigne, condamné à revivre sans cesse les mêmes guerres. Et on voit bien la montée de certaines forces politiques un peu partout en Europe, à l'est comme à l'ouest de l'Europe, qui nous prouvent que ce qui s'est passé il y a quelques dizaines d'années peut survenir à nouveau. C'est tout à fait envisageable. Quand on voit en Allemagne aujourd'hui des attentats perpétrés par des mouvements inspirés par le nazisme, c'est pas pour stigmatiser l'Allemagne, ces forces politiques-là existent dans les autres États. On voit bien que le risque est toujours là. L'Europe reste aujourd'hui une Europe des États-nations. On ne vit pas dans une fédération européenne, malheureusement. On est donc aujourd'hui dans une Europe où un seul État, avec la complicité d'autres États bien entendu, mais où un seul État peut empêcher des députés européens élus démocratiquement par le peuple, choisis par le peuple, un seul État peut empêcher ses élus de siéger. C'est la réalité de l'Europe aujourd'hui. Et si j'ai tenu effectivement à venir avec les couleurs de la République de Catalogne aujourd'hui, c'est parce que, vous le savez sans doute, on s'attend à ce que le verdict tombe dans quelques jours, peut-être demain, à Madrid. Et on sait qu'un procès politique, le verdict il est toujours politique, donc on sait très bien que le verdict sera sévère à l'encontre de ces deux femmes et ces 7 hommes qui n'ont fait que assumer le mandat que le peuple leur avait donné. Et dans l'Europe où nous sommes aujourd'hui en 2019, on peut passer plusieurs années derrière les barreaux pour simplement avoir voulu respecter le mandat reçu du peuple. Et moi, je trouve que on devrait tous se lever contre ça, et je trouve vraiment préoccupant que cette cause démocratique ne motive pas davantage les populations à se dresser pour dire c'est inacceptable qu'en Europe, en 2019, des élus du peuple, des démocrates,
soient emprisonnés pour leurs idées. C'est inacceptable. Vous êtes aussi l'auteur, on n'a pas beaucoup parlé de culture ce matin, de l'urgence climatique, si on est tenu dans la perte de diversité et la perte de diversité linguistique. Vous êtes l'auteur d'un rapport au Parlement européen sur les langues en voie de disparition, le titre n'est pas exact, tel que je le dis. En 2013, je crois, il a été voté par le Parlement. Beaucoup d'espoir, comme à chaque fois qu'il y a un rapport, beaucoup d'espoir qu'il y aurait un jour une politique, un petit peu d'argent, un programme pour les langues minoritaires en Europe. Ça n'existe toujours pas, ça fait 40 ans que des tentatives sont faites. Est-ce qu'il y a de quoi perdre espoir? Comment vous réagissez à ça? Vous êtes habitué à la coopération justement dans ce domaine? Bien, effectivement, c'est le décalage qu'il y a toujours entre le rythme de nos attentes et le rythme de comment les choses se passent. Bon. Par exemple, sur la question catalane, la question, on pourrait se la poser peut-être à l'envers. Que se passerait-il s'il n'y avait pas l'Europe? Et dans l'état d'esprit qui aujourd'hui c'est le gouvernement espagnol, je pense qu'on peut affirmer avec certitude qu'il y aurait des tanks dans les rues de Barcelone. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas la tentation qui leur manque, de profiter de la crise catalane pour faire tomber l'autonomie basque. Ça ne se fait pas. Bon, s'il n'y avait pas l'Europe, aujourd'hui le procès aurait été différent. Parce que, regardez un peu l'affaire de ce procès, le fait que Oriol Junqueras et ses amis soient emprisonnés donne une justification à l'exil de Puigdemont. C'est-à-dire quand Puigdemont se tourne devant les juridictions européennes et qui dit je vous demande de ne pas déférer le mandat d'arrêt européen et de ne pas me renvoyer en Espagne parce que je serais alors menacé d'une prison injuste, il l'a dit de façon d'autant plus crédible qu'effectivement, il y a des dirigeants aujourd'hui qui sont en prison et qui subissent une prison injuste. Et réciproquement, évidemment, les avocats de Oriol Junqueras n'ont pas manqué de dire, vous nous parlez de délits que des juges en Europe ont trouvé inexistants, puisqu'ils ont refusé le mandat d'arrêt européen qui avait été lancé par l'Espagne. Alors, ça n'empêche pas évidemment l'Espagne d'avancer. C'est-à-dire que si on attend de l'Europe qu'elle vienne et qu'elle prenne le ministre Blanquer par l'oreille pour lui dire il faut faire davantage pour les langues régionales en Bretagne, on risque d'attendre longtemps. Ça sera toujours un espace où nos idées progresseront, il y aura, mettront en difficulté, isoleront, c'est ce que l'on a fait avec le rapport sur les langues que l'on a voté au Parlement européen en 2013, qui a été voté par 90% et plus du Parlement européen, c'est qu'on isole la position française. C'est-à-dire que, en gros, chacun se pose la question, mais comment ça se fait que la France n'ait pas ratifié la Charte européenne des langues, que tous les autres pays d'Europe ou presque ont ratifié. Donc on l'isole. Mais il n'y a pas aujourd'hui, et encore moins peut-être en 2019, que c'était le cas il y a 10 ans ou il y a 20 ans, à l'époque de Jacques Delors et tout, un leadership européen qui pourrait tordre le bras à un État pour aller dans le sens d'une revendication régionale. Donc l'Europe ne peut pas agir par procuration du peuple breton. Le peuple breton, il faudrait qu'il agisse par lui-même, comme l'a fait le peuple catalan. Après, est-ce qu'il trouvera l'écho suffisant dans l'espace européen? On ne trouvera pas un écho nul. On l'a trouvé pour nos langues, on l'a trouvé, ce que j'expliquais, sur ces cours européennes de justice qui ont refusé d'extrader Puigdemont et qui ont donc agi quand même, ont pris des décisions contraires à l'attente des Espagnols. Tout récemment, on a eu des débats au Parlement européen pour les membres de la commission von der Leyen. L'un d'entre eux est Didier Reynders, qui est le représentant des libéraux belges. Bon, tous les Espagnols tenants de l'État central étaient dans les couloirs pour voir comment on pouvait dégommer Reynders. Pourquoi? Mais parce qu'il était ministre de la Justice en Belgique, quand le ministre de la Justice belge a refusé le diktat de la demande du ministre de la Justice espagnol. Bon. Donc voilà, ça ne s'est pas fait, Reynders a été confirmé, et voilà, donc voilà, on n'a jamais les résultats que l'on attend, mais il faut toujours réfléchir au fait que s'il n'y avait pas d'Europe, on serait dans une situation beaucoup plus difficile que ce qu'on est vraiment.
Voilà, c'est ça qu'il faut avoir toujours en tête. Merci François. Je réponds rapidement à ces deux parce qu'on va s'en aller justement pour rebondir sur ce que vient de nous dire François. Le Brexit et le risque de voir deux locomotives des mouvements autonomistes en Europe quitter l'Union européenne, l'Écosse et le Pays de Galles, va-t-il affaiblir le cas de l'autonomie, en tout cas la cause autonomiste? Faut-il simplement l'éclairer ou faut-il imaginer des nouvelles formes de coopération qui justement auraient l'intérêt de ne pas passer directement par l'État, ou en tout cas par les systèmes en place? Well, firstly, we want to stop Brexit and we want another referendum. Donc, ce qu'on veut d'abord, c'est arrêter le Brexit et on veut un nouveau référendum. Because opinion has changed and a majority now want to remain in the EU. Car l'opinion a changé, la plupart des gens veulent rester dans l'Europe. It's clear that there will be an independence referendum in Scotland. Il est clair qu'il y aura un prochain référendum en Écosse. And I believe there will be an independence referendum in Wales too. Et je pense que ce sera le cas au Pays de Galles également. We aim to form the government of Wales in 2021. Donc, on veut former un nouveau gouvernement pour le Pays de Galles en 2021. That is Plaid Cymru, my party. De Plaid Cymru est mon parti. And we will do that on a manifesto which promises a referendum on independence. Donc on va faire ça sur la base d'un manifeste qui va proclamer un référendum sur l'indépendance du Pays de Galles. As I said earlier, the support for independence is growing so quickly that it's even taken us by surprise. Donc on a été vraiment surpris, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce soutien à l'indépendance qui croît si rapidement. So in or out of the EU, I believe, yes, we will get independence. Donc je pense qu'on soit dans l'Union européenne ou en dehors, je pense que oui, on va l'obtenir, cette indépendance. Merci beaucoup à Jill Evans pour ce témoignage, merci à tous. Alors peut-être un petit mot si vous le souhaitez, moi j'ai envie de poser une petite dernière question très rapide, il faudrait vraiment répondre rapidement, on a un autre atelier après. On a parlé d'urgence climatique, écologique, est-ce qu'il y a une urgence autonomiste et on fait comment maintenant, comment peut-on aller de l'avant pour un jour arriver à ce que peut-être le Pays de Galles est en train d'accomplir. Christian, peut-être pour commencer. Alors je soumets une idée au débat. Je pense qu'on a beaucoup parlé d'autonomie. Je pense qu'on a besoin d'un fédéralisme à la bretonne en Bretagne. Un fédéralisme qui allie l'autonomie, la coopération et la solidarité pour tenir compte de notre réalité territoriale et de notre réalité démographique. Notre réalité territoriale, c'est qu'on est périphérique, non pas dans l'absolu, parce qu'on est au centre de l'arc atlantique, mais on est périphérique par rapport à des logiques françaises et européennes, qui sont des logiques continentales. On est péninsulaire, on est sur un territoire qui s'étend sur 350 km d'est en ouest. Il est aujourd'hui plus facile de se déplacer de Rennes, de Nantes ou de Vitré vers Paris que de Rennes et de Nantes vers l'ouest de la Bretagne. C'est un vrai problème. Et puis on a une réalité démographique dont on n'a pas suffisamment pris la mesure, je crois. C'est qu'on a, depuis 2 générations, assisté à un basculement démographique de l'ouest vers l'est, qui représente environ 1 million de personnes. Aujourd'hui, vous avez 3 départements, je vais faire court, 3 départements, le Finistère, les Côtes-d'Armor, qui à la fin du 19e siècle étaient les 2 départements, parmi les 5, les plus peuplés. Finistère, Côtes-d'Armor. Il n'y a pas nos arrière-grands-parents. C'était ça la réalité de la Bretagne. Donc vous avez le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, où le solde naturel est négatif. C'est-à-dire dans ces 3 départements aujourd'hui, chaque année, il y a plus de décès que de naissances. Et dans peu de temps, on verra la population baisser. Parce que les personnes qui arrivent, qui s'installent dans ces 3 départements, sont souvent des retraités qui dans 20 ou 30 ans ne seront plus là. Et on a par rapport à ça l'axe Rennes-Nantes dont nous parlait Anna Soyer tout à l'heure, qui continue à grossir et à amplifier.
Donc on a besoin d'avoir un fédéralisme à la bretonne pour contrer ce basculement démographique. Et donc, moi, ce que je suggère, et que je verse au débat comme proposition, c'est la suppression des départements. Parce que, clairement, parce que depuis 200 ans, le découpage départemental a fait une grande victime, qui est la Bretagne centrale. Parce que toutes les préfectures sont situées sur le littoral, à l'exception de Rennes, mais Rennes a toujours joué un rôle de courroie de transmission entre la Bretagne et Paris. Supprimons les départements, remplaçons les départements par une assemblée de Bretagne et des assemblées de pays. Je pense qu'il faut se situer à un niveau plus élevé que les intercommunalités actuelles et imaginer des assemblées de pays et une répartition des pouvoirs et des compétences entre cette assemblée de Bretagne et ces assemblées de pays. Yves a parlé d'Euskadi. C'est un cas très intéressant. Euskadi, un territoire qui est grand comme le Finistère, et qui est composé de 3 provinces, et ce sont les 3 provinces qui ont le pouvoir fiscal. Intéressant. Donc on peut imaginer dans la Bretagne de demain une répartition des compétences, des pouvoirs entre l'Assemblée de Bretagne et les assemblées de pays. Et puis, très bien, voilà, je vais en rester là parce que voilà, c'est donc quelques idées que je verse au débat, voilà, pour imaginer la Bretagne de demain. Merci Christian. Yves, pour terminer bon, ce que je peux verser au débat, bon, quelques idées qui ne sont pas ordonnées. Moi, je crois beaucoup, si on regarde l'histoire, je crois beaucoup à la force économique. Si on regarde aujourd'hui les caractéristiques économiques de la Bretagne, on est quand même une des régions assez puissantes, hein, si on regarde les critères. J'ai consulté il y a quelques jours le rapport de l'INSEE sur le bilan économique de la Bretagne. On fait quand même partie aujourd'hui des régions les plus dynamiques et les plus attractives. Donc il ne faut pas qu'on ait honte d'être breton à ce niveau-là. Donc on a un taux de chômage aujourd'hui, un des taux de chômage le plus bas. Hein. Donc l'Ouest et la Bretagne en particulier va bien au niveau économique. Donc je pense que ça, il faut qu'on le maintienne parce que ça nous donne de la puissance, l'économie. Hein. Et je pense aussi à la redistribution, au partage. On ne peut pas repartager ce que l'on n'a pas. Hein. Donc il faut maintenir absolument le haut niveau économique de la Bretagne et en particulier sur la recherche. Et je suis actuellement des équipes qui font de la recherche évidemment sur l'écologie et sur, je dirais, les énergies nouvelles. Je pense, j'espère, au fond de moi-même aussi, qu'on connaîtra des ruptures technologiques. Et en particulier, ça a été légèrement abordé, je crois que quelqu'un voulait en parler ce matin. Il se passe beaucoup de choses et beaucoup d'évolutions sur le dossier de l'hydrogène. Hein. Et l'hydrogène, si on arrive effectivement à... L'hydrogène, c'est totalement décarboné. Hein. Voilà. Hein. C'est un peu d'électricité qui pourrait être prise sur les éoliennes et on fabrique de l'hydrogène pour mettre dans toutes les motorisations. Hein, les véhicules, les chaudières, les chariots élévateurs, les bateaux, le chauffage, etc. Si on arrive à pousser ces nouvelles technologies, ben, l'hydrogène, c'est l'indépendance par rapport aux énergies fossiles, hein, qui viennent souvent du Moyen-Orient. Hein, donc ça voudrait dire que si on n'arrive pas, si on ne se donne pas les moyens de pousser ce volet de recherche, parce que là on a la chance d'être autonome au niveau énergétique, hein, avec les évolutions. Ça peut faire sourire, mais ce que je sais aujourd'hui, il y a des chercheurs à Rennes qui recherchent à faire de l'hydrogène à partir de l'urée de porc. Bon, ça fait sourire, mais c'est de l'économie circulaire. Donc il y a ce point-là. Il y a un autre point qui me fait réfléchir. Plus bref possible, parce qu'on va terminer l'atelier. Bon, alors si c'est bref, ça va être totalement hérétique ce que je vais dire. Il y a un moyen de gagner son autonomie, je terminerai là-dessus, c'est que l'ensemble des entreprises bretonnes ne remontent plus la TVA. C'est 7 milliards d'euros. Voilà. François, on va vous donner la parole pour finir. Vous êtes venu de Corse. La Bretagne que dessinait de demain, que dessinait Christian Guirova, ressemble un petit peu à la Corse, en tout cas le schéma institutionnel qu'il proposait. Qu'est-ce que de passage à Carhaix?
qu'est-ce que vous laisseriez comme conseil derrière vous? Qu'est-ce que vous conseilleriez à ceux justement qui souhaitent ici répondre à l'urgence autonomiste? Il faut continuer à voter, il faut aller dans la rue, il faut continuer à coopérer à l'Union européenne, il faut tout faire? Déjà, il ne faut pas se décourager. C'est ça le problème. La dernière campagne électorale, où nous avons quand même fait 56% des voix. Nous l'avons faite, et moi je suis maire d'une petite commune, que Christian connaît, qui est un peu au fond à gauche. Il faut y arriver. Hein. Et donc, dans le rythme de la campagne électorale, Gilles Siméon, qui disait la liste, n'avait pas trouvé le temps d'aller dans ce canton. Et donc c'est son père qui est venu. Edmond était toujours impliqué jusqu'à ces derniers moments. Vous savez qu'il est décédé l'hiver dernier. Mais donc il est venu et il commençait sa réunion, il disait comme ça, il disait voilà, moi quand j'ai commencé avec mon frère Max, parce qu'il faut parler de Max aussi, qui est toujours là et qui est toujours aussi présent dans le combat que nous menons, malgré l'âge qui commence à être avancé. Mais enfin, il disait, voilà, on s'est trouvé là et on cherchait comment on allait se faire connaître. Et en Corse, vous savez, il y a eu beaucoup d'élections, parfois contestées dans les tribunaux. Tous ceux qui ont fait un peu de droit électoral savent que la jurisprudence corse alimente peut-être 80% de la jurisprudence française. Et donc, il y avait deux cantons, le canton de Canavalia et le canton de Petralba, qui avaient connu des élections cantonales. Le tribunal administratif les avait annulées pour fraude électorale. Et donc ils ont dit, Max s'est présenté à Petralba et Edmond s'est présenté à Canavalia. C'était pas leur région, bien sûr, mais ils se sont dit, il faut qu'on se fasse connaître, il faut qu'on se présente aux élections. Et Edmond a fait une voix, et Max a fait 2 voix. C'est véridique, il l'a raconté. Et c'est passé dans les années 60, 67. Et le plus rigolo de ça, c'est qu'après, sur le trottoir de Bastia, il a rencontré le secrétaire général de la préfecture, et qu'il a dit, vous avez participé aux élections, oui, oui, mouvement autonomiste, avec un petit sourire, oui, vous avez une belle marge de progression. Je ne croyais pas si bien dire. Bon, le problème, c'est que ça a pris 50 ans. Voilà, c'est ça le vrai problème. Si ça ne prend pas 50 ans. Alors après, quand vous arrivez et vous franchissez cette étape, qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà, évidemment, il faut agir de façon crédible. Si vous mettez la région en faillite, c'est pas la peine de vous présenter aux élections suivantes. Et c'était compliqué parce qu'ils avaient laissé un héritage financier particulièrement dégradé, parce que c'était quand même l'habitude, c'est-à-dire on fait tout pour calmer les Corses, et à la fin l'État comble le trou, quoi. C'est une machine. La Bretagne avec plusieurs millions d'habitants, ça serait sans doute pas possible, mais à l'échelle de la France, 330 000 habitants, on peut les gérer comme ça, quoi. Un système colonial aliénant et qui permet de... bon, il faut donc sortir de cette logique, sortir de notre propre collectivité et essayer de la gérer le mieux possible, et ensuite avoir des ambitions et trouver un chemin. Et c'est ça notre problème. Et le problème, il est collectif, il n'est pas corse, il est corse, breton, catalan, etc. C'est que l'État français dresse un mur. Voilà, c'est le mur de l'État français. Qu'est-ce qu'on fait face au mur de l'État français, qui est un problème considérable? Alors, sous la pression politique que nous avons exercée en Corse, ça finit par lâcher un statut particulier. Mais le statut particulier nous permet des choses. Il y a une université en Corse. Grosso modo, il y a quand même un impact de cette université sur l'insertion de la jeunesse dans le tissu économique local. Dans ce statut particulier, nous avons créé une compagnie aérienne qui fait 700 emplois, qui est un des plus gros employeurs de l'île désormais, qui marche très bien depuis 25 ans. J'étais un des premiers administrateurs. Mais quelle était la pensée des Corses de droite quand on fait cette création? C'est faire une compagnie aérienne, c'est le domaine de l'État. Vouloir faire ça le domaine de la région, c'est une utopie. Ça ne tient pas debout, ils n'y croyaient pas. Et notre message à nous, c'est justement de donner au peuple corse d'avoir confiance en lui-même. C'est bien ça notre mission politique en tant que militant de la cause corse, c'est celle-là. Et ces gens-là qui étaient de droite, c'était de droite tout simplement parce qu'ils considéraient que les Corses n'avaient pas les moyens intellectuels, financiers, sociétaux d'arriver à faire une compagnie aérienne. Bon. Et à gauche, on vous disait, mais ça c'est un projet crypto-nationaliste, donc il fallait le combattre à fond. Et puis on a quand même trouvé, nous-mêmes, des gens de gauche, des gens de droite, bon, on a fait une majorité, on l'a fait.
Et on a fêté les 30 ans, là, récemment. Les premiers responsables, ils venaient tous du continent, parce qu'il fallait les recruter à Air France, ou à l'époque, il y avait des compagnies en Afrique, etc. Donc ils sont venus. Tous ces pionniers, maintenant, sont à la retraite. Ils ont été remplacés par des jeunes Corses qui ont été formés par l'Université de Corse. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez des centaines de jeunes Corses qui peuvent dire j'ai un avenir professionnel dans les métiers de l'aéronautique et je pourrais vivre et travailler chez moi en vivant de ces métiers-là. Donc vous arrivez quand même à construire et ces constructions vous crédibilisent et font que ensuite les gens disent mais oui, c'est bien ça la direction qu'il faut suivre. Nous sommes, nous les Corses, capables de développer la Corse. Voilà. Et voilà, c'est un travail lent et la politique c'est jamais un travail immédiat. Les résultats sont jamais immédiats. Il a fallu presque 2 générations en tous les cas, depuis Max et Edmond et leurs 3 voix cumulées dans 2 cantons, pour arriver à être aujourd'hui une majorité de l'Assemblée de Corse, une majorité absolue des votes. Ça empêche que le mur français il est toujours là. Et que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait face au mur français? Et le premier acte stratégique, c'est de regrouper en France des forces politiques qui vont nous aider à faire bouger le mur français. Et quels sont le mur jacobin? Moi je dis souvent, pour galvaniser les foules et dire que les choses sont faciles, c'est que le mur jacobin, c'est comme le mur de Berlin. Un jour, il va tomber. Puis quand on se dira, mais on dira, putain, il y avait un mur là, sans blaguer. C'est tellement aberrant, c'est tellement un système métastable, des choses qui est une construction folle de penser que l'on va gérer la limitation de vitesse dans les rues, dans la campagne de Brest, par une seule loi qui s'appliquera dans les montagnes corses. Moi, j'ai pas de problème de limitation de vitesse chez moi. J'ai dépassé 40 km/h, il est mort. Merci François. Voilà. Courage et ce qu'il faut, c'est convaincre les Bretons qu'il y a une urgence bretonne. Voilà. Et que c'est en résolvant le problème de la Bretagne qu'on résolvera les grands défis climatiques et tous les autres défis. Parce qu'il l'a dit, Jean Jouzel, il a raison. C'est pas ces défis-là seront relevés si les objectifs, les gens se les approprient. Ils ne vont pas se les approprier parce qu'ils ont vu une belle explication à la télé. Ils vont les approprier parce qu'il y a des dynamiques institutionnelles, des dynamiques économiques, des dynamiques de terrain, des dynamiques éducatives qui font que sur chaque territoire, chacun prendra en charge les évolutions nécessaires. Merci François.